Bonsoir à tous les youtubeurs, c'est Caroline. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Fou. Alors aujourd'hui, vous avez dû remarquer immédiatement en ouvrant la vidéo qu'il y a un petit changement. J'accueille dans notre équipe d'Histoire de Fou la nouvelle caméra qui vient d'arriver il y a 2 jours, avec laquelle j'ai beaucoup d'espoir d'améliorer la qualité vraiment pourrie que j'avais avant. Voilà, donc grande nouvelle, bienvenue à la caméra. Aujourd'hui, en fait, dans l'histoire de fou, comme contrairement à ce que j'avais annoncé, je ne vais pas traiter d'un sujet de psychiatrie générale sur les soins parce que après réflexion, je me suis rendu compte que c'était pas un sujet que j'avais forcément euh, besoin de développer par vidéo comme ça et de vous proposer que c'était pas forcément très pertinent en fait de vous proposer ce genre de critique assez sarcastique sur les soins. Peut-être une autre fois si ça me vient, mais effectivement, hélas, je ne devrais pas annoncer le thème de la prochaine vidéo en amont parce que en réalité, je fonctionne pas comme ça. Quand un sujet me vient, ça me vient, et puis après, j'ai envie de le faire, et j'ai pas un plan bien préparé de tant de séances sur ça, tant de séances sur ça. Le 24 décembre, on va faire ça. Non, ça, je fonctionne pas comme ça quand je travaille. Donc en fait, voilà, je suis désolée ce manque de que ce soit pas sur ça, peut-être si vous attendiez que ce soit sur ça, et je vais continuer à parler de la perversion narcissique, et oui encore, mais c'est ce qui me paraît pour l'instant la cause à défendre, on va dire, donc ça m'anime beaucoup et c'est pour ça que j'en parle autant. Rassurez-vous, je parlerai d'autres choses comme je l'avais prévu depuis le départ, à des moments, mais c'est pas, voilà, c'est pas organisé à l'avance. Et là, j'ai encore envie de parler de la perversion narcissique et d'un sujet qui va traiter aujourd'hui de la fascination pour commencer le sujet. Je vais essayer d'être succincte parce que j'ai tendance à être très très longue et à un peu répéter, on a fait la remarque. Donc je vais essayer de prendre ça en compte et d'être succincte. Vous voyez, je commence déjà à être trop longue. Merde. J'ai 2 petites nouvelles à vous annoncer, dont je suis assez fière, et vu que je suis vraiment très contente des gens qui m'ont écrit, des personnes qui m'ont encouragée et tout ça, enfin, depuis le début de la chaîne, je ressens l'envie voilà, de vous faire partager un petit peu une partie de ma vie et de ce qui se passe pour moi, parce que voilà, une relation pour moi d'échange entre nous, et je me sens vraiment bien, et j'ai envie de le dire, et pourquoi? Parce que effectivement j'ai deux bonnes nouvelles entre guillemets à vous annoncer ce qui concerne mon travail. C'est que, enfin, la première, c'est que en fait, au mois de juin, dans le numéro du mois de juin d'une revue qui s'appelle Santé mentale, qui ne paraît pas dans les kiosques à journaux normaux, il me semble, qu'on peut commander sur internet, en ligne, ou en faire sur papier, et à laquelle je suis abonnée depuis pas mal de temps, puisque c'est ma passion. Et ils ont destiné plus ou moins, normalement, à des professionnels quand même de ce milieu-là. Enfin, va être publié un article, le premier article de ce style que j'ai appelé la psychologie narrative. J'ai envoyé l'article le 14 décembre 2018 à la rédaction, et il va être enfin publié donc début juin. L'article, vous pourrez le lire si ça vous dit de voir de quoi il s'agit sur mon site internet où je l'ai publié dans la partie des textes. C'est l'article sur la résilience. Voilà. Donc c'est vraiment un super truc pour moi, ça récompense vraiment beaucoup mon travail d'écriture, et ça me donne vraiment beaucoup de pêche à continuer ça, et à écrire mon livre, et voilà, ça, donc c'est vraiment une petite consécration, on va dire, en tout cas une bonne nouvelle, en tout cas vraiment pour moi, même si ça veut pas dire que je me prends pour une star de l'écriture maintenant, désormais, et tout ça, c'est pas du tout ça, mais ça légitime, on va dire, une démarche qui me tient à cœur depuis toujours en fait. Donc voilà, c'est important. Et deuxième nouvelle qui est un peu moins incroyable, mais qui m'a fait quand même, qui m'a beaucoup amusé quand même, et un peu aussi flatté, faut le dire. C'est que j'ai rejoint il y a quelques jours officiellement un, un genre de, alors ils appellent ça l'académie, on va dire, des créateurs YouTube. Donc bon, moi évidemment ça me fait penser à la Star Academy, donc et ça me fait un peu rire.
j'entends un peu, bon le nom me plaît pas trop, mais en gros c'est une équipe de spécialistes de chaînes YouTube, enfin de vidéos YouTube, qui repèrent en fait certains YouTubeurs qui débutent parce qu'ils trouvent qu'ils ont un potentiel dans leur chaîne et qu'ils ont envie voilà, de vous aider à développer la chaîne, que ce soit au niveau de l'organisation du travail de préparation, que ce soit d'augmenter les vues, de vendre la chaîne de manière plus marketing, d'utiliser les réseaux sociaux, tout ça, enfin, voilà, tous ces aspects-là. Donc vous vous doutez bien que c'est pas que c'est plutôt moi sur l'aspect technique des choses et l'aspect on va dire un peu marketing, réseaux sociaux, tout ça que je vais avoir besoin d'eux. Mais voilà, c'est cool d'avoir quand même été choisi parmi tellement de personnes, n'est-ce pas aussi vite après le début de la chaîne, en disant, voilà, apparemment, parce que là, vraiment un style qui a plu, en tout cas, à ces gens. Donc voilà, je suis assez contente, même si c'est un peu ridicule. Du sujet, pourquoi est-ce que le PN fascine? Alors, pour citer Cicéron, j'en viens à dire quelle époque, quelle mœurs. Car effectivement, c'est quoi cette histoire de fou d'être fasciné par un PN, par un narcissique? C'est pas normal. Je trouve qu'en fait, on a tellement médiatisé le terme, il est tellement galvaudé maintenant et rentré dans le langage courant pour désigner le moindre connard qui passe, ou mec trop arrogant, ou quelque chose comme ça, que en fait, on se trompe en fait un peu de dénomination. Petit rappel théorique, c'est le moment scientifique de la vidéo. Petit rappel théorique, la perversion narcissique est une structure psychique reconnue par la psychanalyse, euh, bien spécifique, qui résulte dans une pathologie du fonctionnement et d'un haut degré d'un trouble de la personnalité narcissique qui se trouve catégorisé dans le manuel pardon, de la Bible de la psychiatrie, le DSM. Voilà. Euh, il y a ce que j'appelle, donc pour moi, le spectre narcissique, et donc il y a plein de niveaux en fait dans le spectre narcissique. On peut être au tout début du spectre, c'est-à-dire atteint de très légers traits du trouble narcissique, et la perversion narcissique se situerait à l'extrémité du trouble du spectre dans l'autre sens, dans une toute petite partie, car en fait c'est à peu près estimé à d'être 1% de la population qui serait atteint de la pathologie complète, grave, complète et vraiment la plus sérieuse, on va dire, de la perversion narcissique. C'est une pathologie voilà, spécifique et rare. Donc il faut pas. Je pense que les gens n'ont pas conscience en fait de ça et l'utilisent un peu à tir larigot. Alors, en fait, je crois que c'est une notion qui est desservie par quelque chose qui est son absence du DSM. Le diagnostic de perversion narcissique n'est pas un vrai diagnostic psychiatrique, officiellement en tout cas. Même si moi je soutiens que c'est un vrai diagnostic, car c'est une vraie pathologie pour moi, qui a vraiment des causes structurelles et environnementales du développement et cognitif et neurobiologique qui sont vérifiées en fait et scientifiques. Donc pour moi c'est un diagnostic qui devrait être dans le DSM, donc il ne l'est pas. La seule chose qui est dans le DSM, c'est le trouble de la personnalité narcissique. Donc, tu fais partie des troubles de la personnalité du groupe B, associés aux troubles borderline, aux troubles de la personnalité antisociale et aux troubles psychologiques. Petite précision, donc, par contre, quand on parle de perversion narcissique, il faut bien comprendre que le perversion narcissique a forcément un trouble de la personnalité narcissique. Donc, on peut reconnaître en partie le PN dans le DSM, ou trouble de la personnalité narcissique. Par contre, une personne atteinte du trouble de la personnalité narcissique n'a pas forcément le fonctionnement pervers narcissique complet. Donc il y aura des choses qui vont manquer dans la description du DSM. Voilà. Euh, en Angleterre, aux États-Unis, enfin en anglais, d'ailleurs, on n'emploie pas ce terme de pervers narcissique, ça n'existe pas. On dit juste narcissism, ce qui représente un peu les concepts du spectre narcissique. Voilà, il n'y a pas eu d'expression comme ça qui caractérise une partie vraiment extrême et spécifiquement repérable par certains aspects d'un fonctionnement problématique. Voilà.
Euh, donc, le truc, c'est que vu que c'est pas une pathologie psychiatrique officielle, vu que c'est pas vraiment une maladie dans l'esprit des gens, c'est employé de manière assez légère, on va dire, sans, on dirait pas, on ne traiterait pas quelqu'un de schizophrène aussi légèrement. Euh, il faut, voilà, donc c'est plutôt un mot, on va dire, pour les gens, pour beaucoup de gens, c'est plutôt un mot chic en fait, pour désigner quelqu'un de pénible et de pas gentil. Voilà. Donc, en fait, ce que je suppose, moi en tout cas, c'est que l'esprit collectif est en fait fasciné par les personnages méchants à cause de la fiction, à cause des personnages de théâtre, du cinéma, des personnages de fiction, voilà, qui ont existé depuis très très longtemps et qui ont donné un certain, euh, un certain charme, une certaine fascination pour ces personnages-là. Et j'ai évidemment pensé au personnage du méchant le plus culte, en tout cas dans la littérature anglaise, c'est le personnage de Richard III de William Shakespeare, qui est pour tout comédien anglophone la consécration, le rôle mythique, c'est le moment de gloire si on arrive à faire Richard III. Et effectivement, qui a été interprété par Ian McKellen pour le film des années 90 qui a beaucoup marché, euh, l'adaptation au cinéma. Euh, et voilà, donc le personnage du méchant, c'est cette noirceur comme ça qui a été cultissime du coup depuis la pièce de William Shakespeare par exemple depuis le XVIIe siècle. Euh, voilà, donner cet élan comme ça de fascination pour la méchanceté. Euh, de même, j'ai observé la dernière fois en allant voir une représentation du Lac des Cygnes à l'Opéra de Paris euh, avec, avec ma maman, que effectivement, je me suis encore fait le constat que dans ce ballet, euh, le personnage de la gentille, le personnage du cygne blanc, Odette, est vachement ennuyeux pour le public et pour les danseurs d'ailleurs souvent est dit être un rôle un peu gnangnan, un peu ennuyeux à faire, alors que le personnage du cygne noir, la méchante Odile, lui est toujours adoré des danseurs classiques à interpréter et toujours beaucoup de succès auprès du public. On sent les danseurs vachement plus, vachement plus animés, on va dire, au moment du rôle du ciné noir, plutôt qu'au moment du truc un peu cucu du ciné blanc. Voilà, donc la gentillesse, c'est un peu ennuyeux, la méchanceté, ça, c'est intéressant. C'est ça, en fait, qui s'est créé, en fait, d'après la fiction. C'est ça l'idée. Alors, également, je trouve la deuxième personne à accuser dans cette histoire, c'est quand même Charles Baudelaire. Parce que Charles Baudelaire, c'est le génie maléfique, entre guillemets, pour moi. C'est lui qui a commencé, qui en tout cas qui a instauré euh, comme nouvelle approche politique le fait de vanter ce qu'il appelle une sublime ignominie, c'est-à-dire les fleurs du mal, la beauté du mal. Euh, Moi, je trouve en vrai, comme beaucoup de critiques que j'ai pu lire et voir, que le titre est en fait très grandiloquent. Et les fleurs du mal, on va dire les fleurs du mal. Le mec, il se prend pas, il se raconte pas déjà. Ils se sent pas, ils sont pétés, ils sont plus pétés le Baudelaire. C'est bon, mais c'est passé dans les mœurs effectivement, alors qu'à l'époque c'était pas du tout, ça a été un scandale. C'était vraiment considéré comme licencieux et il y a eu un procès pour le condamner de mauvaises mœurs, de vouloir influencer les gens à la débauche, vraiment, c'était quelque chose vraiment de terrible ce qu'il avait fait. Et il a été condamné, hein, il a dû retirer des parties des fleurs du mal et payer une amende, je crois, assez chère pour la publication des fleurs du mal. Mais maintenant, c'est passé dans les mœurs, effectivement, cette idée euh, d'admirer comme ça ce genre de personnes torturées, ces ambiances comme ça ah, c'est sexy, c'est torturé, voilà. Hein.
cette histoire un peu de poète maudit comme ça, voilà. C'est un peu ça aussi le problème, je crois. Euh, donc en fait, à cause de ces illustres charlatans, on associe la méchanceté à la profondeur, à l'intelligence et à la beauté. Mais, c'est là que je vais défendre mon point de vue, euh, comme le dit Malraux, un personnage n'est pas un individu en mieux. La littérature, la musique, le cinéma véhiculent les images du mal stylisées. Euh, Reprenons donc les arguments, les adjectifs que j'ai employés tout à l'heure et décortiquons un peu ce processus. Euh, alors, le méchant est intéressant. Euh, on ne s'ennuie pas avec lui. Il a des idées et il est intense. Est-ce que en réalité c'est ça? Pas vraiment. Le vrai PN n'est pas intéressant du tout puisqu'il n'a absolument aucune personnalité ni intériorité. Il est ennuyeux car il n'est pas créatif, il répète les mêmes choses en boucle, conformiste et vraiment chopé à droite à gauche chez les gens, mais il n'a pas d'opinion propre à lui. Il est pénible parce qu'il est toujours en train de se vanter et de chercher à se faire admirer, il ne comprend pas, il faut toujours le rassurer comme un enfant, c'est vraiment insupportable. À cause de donc, sa grandiosité, là, il faut toujours l'écouter se vanter pendant 3 heures, c'est insupportable aussi. Le mien, par exemple, de PN, était soi-disant au départ, pendant la période de séduction, un passionné de photographie, de cinéma, voilà, il avait beaucoup de culture, il avait voyagé, et en fait, en vrai, pour tout vous dire, c'était un gros beauf en fait, qui fait regarder le foot à la télé en buvant de la bière et jouer à la console toute la journée en fumant des potards. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un en fait qui était très intéressant, je vous assure, c'était assez ennuyeux et d'ailleurs j'avais vraiment beaucoup de mal à m'intéresser à ces histoires. Voilà. Le deuxième adjectif, le deuxième mythe, c'est que le méchant est cool. Alors, pas cool dans le sens relax, cool dans le sens, vous voyez, ah il est cool, ah ouais, d'accord, voilà, un peu comme ça. Là, il faut remercier les équipes de cinéma, je pense, de costumes, de lumière, d'accessoires, de maquillage, de coiffure pour ce problème. Car effectivement, le méchant dans les fictions cinématographiques est toujours très bien habillé, il a une voiture super, il a un appartement branché dans un super endroit, avec des meubles, un super design, voilà, c'est très très stylisé. J'ai pensé à un exemple, c'est dans le film, dans la réécriture des Liaisons dangereuses, dans les années 90, le film qui s'appelle Sex Intention en français, avec Sarah Michelle Gellar et Anne Philippe. On voit Ryan Philippe, effectivement, très très chic, avec ses petits costumes et son cabriolet vintage, super classe. Et il rentre dans cet immeuble où il habite, dans un appartement sublime, dans cet immeuble au style gothique en plein Manhattan. Voilà. Donc effectivement, le méchant voilà, est décrit comme cette personne vraiment cool, vous voyez. C'est quelqu'un avec qui on a envie de traîner parce que c'est quand même, c'est pas n'importe qui, voilà. Euh, En réalité, imaginez qu'un vrai PN est quelqu'un qui n'a aucune passion à part détruire et manipuler. Donc, ça ne l'aide pas vraiment à développer du goût et, des centres d'intérêt comme le style et ce genre de choses-là. Euh, et par ailleurs, l'image que veut donner le PN à l'extérieur, en tout cas la plupart du temps, ce n'est pas d'être un bad boy. Il n'a pas envie de styliser sa méchanceté pour les gens. Lui, il veut apparaître comme quelqu'un de lisse, d'irréprochable, de gentil, d'héroïque, si possible, c'est mieux. Et voilà, comme un chevalier, vous voyez, c'est pas du tout le même concept. Donc en fait, tout simplement, euh, voilà, c'est pas du tout la même approche en fait. Pour un vrai PN, il ne s'agit pas de mettre en valeur sa méchanceté, c'est plutôt de la cacher le plus possible au monde extérieur et d'apparaître au contraire comme un ange. C'est ça le concept d'un vrai pervers narcissique, c'est pas de faire le méchant branché. Voilà. Troisième mythe, le PN est charismatique. Alors, avouons-le tous, les filles, au collège, on n'était pas tellement attirés par les mecs du groupe d'allemand LV1, mais plutôt par le bad boy de la récré. Et effectivement, c'est ça un peu le concept du charisme du méchant. C'est une condition, on va dire, indispensable en réalité, je crois, pour être un comédien, d'être charismatique. Donc il y a une confusion en fait
à travers ça dans les fictions qui nous présentent des méchants. Puisque un acteur qui joue un méchant et charismatique, il est avant d'être un méchant dans le film. Il est déjà charismatique à la base, et donc son charisme, on va dire, déteint sur le personnage du méchant. Mais ce n'est pas du tout le fait d'être méchant qui rend charismatique. Ça, c'est faux. Est-ce qu'on, voilà, c'est bien clair, j'espère, je répète, le fait d'être méchant ne rend pas charismatique. On peut être charismatique à la base, et du coup, quand on joue en méchant, être charismatique dans le rôle. Voilà, c'est bon, on a compris. Souvent, merci au cinéma, les rôles de méchants sont joués par des acteurs qui ont une gueule, hein, qui ont un truc de... Voilà, qui ont ce visage, pas forcément beau, parfait, symétrique, mais qui ont cette gueule. Et c'est normal qu'il soit casté comme ça, puisque il faut que le spectateur puisse être impressionné par le personnage du méchant, qu'il en ait peur, qu'il lui donne une tonalité visuelle à respecter, sinon l'intrigue ne prendrait pas. Évidemment, si vous avez un mec complètement sapé avec un polo brice, un jean trop court, des Nike Air des années 90, un sac et des grosses lunettes, le méchant, là, il fait pas très très peur aux gentils, aux héros. Hein. James Bond, là, c'est pas tellement... ça lui fait pas très très peur à James Bond, hein, si c'est ça. Donc, effectivement, je trouve que c'est un peu ça, en fait, le concept et le problème. Et je trouve qu'effectivement, ce qui me fait beaucoup rire au cinéma, c'est que le méchant est toujours présenté comme... Enfin, sa méchanceté est signifiée par le fait qu'il est mal rasé et mal coiffé. Enfin, et qu'il a les cheveux un peu longs, un peu décoiffés. Voilà. Donc c'est quand même très incroyable le cinéma. On portraitise le méchant grâce à un truc au fait qu'il n'est pas rasé. Je vous assure, les méchants, les vrais méchants, c'est-à-dire le PN, se rase. Il n'a pas forcément les cheveux décoiffés. D'ailleurs, moi, mon ex avait vraiment une grande attention à sa barbe, on va dire, voilà, 2-3 jours maximum. Hein, et vraiment, il se rasait tous les jours, sinon pour le travail. Et vraiment son gel et sa petite coiffure, fallait que les cheveux soient bien mis comme ça. C'est très élaboré son histoire. Donc non, c'était pas du tout sorti du livre, non, pas du tout. Donc en vrai, c'est pas... Voilà. En vrai, le PN n'est pas comme ça. Le PN peut être effectivement charismatique. Il l'est en général, mais pas pour tout le monde. C'est ça le truc en fait. Il est charismatique pour certaines personnes qui vont être impressionnées par sa confiance en lui, son assurance, par cette prestance qu'il dégage, mais qui est en fait, je vous assure, assez ridicule et pas du tout impressionnante au bout d'un certain temps que vous vivez avec le PN et vous allez repérer sa vraie, voilà, sa vraie beaufitude, on va dire, au plus loin. En réalité, oui, ce charisme, je trouve, est surtout là pendant la période de séduction et se fatigue après euh, assez vite en fait. Voilà, chez un vrai pervers narcissique. Et sa façon d'être méchant, pour employer ce terme, puisque c'est celui que j'ai envie d'utiliser depuis tout à l'heure pour comparer avec la fiction, en tout cas de personnage, le vrai méchant, c'est-à-dire le PN, lui n'est pas charismatique du tout dans le sens où sa méchanceté n'est pas du tout sexy, hein, je vous assure. C'est pas du tout sexy, la méchanceté du PN, c'est dramatique. Donc c'est pas, voilà, c'est ça qui me gêne dans l'idée d'associer le méchant à quelqu'un de l'amour et du charismatique. Voilà. Enfin, donc, autre objectif que j'ai pu employer, le terme génial, effectivement. La fiction a présenté des personnages de méchants en majorité qui sont des genres de génies maléfiques. Prenons l'exemple d'Aladin, de Disney. Et oui, il n'y a pas que les grandes œuvres littéraires qui m'intéressent. Le personnage de Jafar est, je trouve, très illustratif d'un pervers narcissique et de ce génie maléfique comme ça, de ce culte du génie maléfique, quand on voit comment il élabore sa stratégie, ses plans, à côté, et à côté de ça, on a mis un sultan complètement neuneux, complètement naïf, qui parle comme ça, et qui rigole comme un gogol, là, voilà. Donc effectivement, on a voulu faire un personnage méchant, voilà, génie du mal, dans ce film de Disney. Effectivement, le génie du mal dans la fiction élabore des plans extrêmement compliqués, audacieux,
qui vraiment à chaque fois vont marcher hein, normalement, mais au dernier moment, effectivement, très gros suspense, on ne s'attendait pas, le mal finalement est terrassé par le bien, voilà. Mais jusqu'au dernier moment, effectivement, il n'y avait vraiment aucune faille dans ce plan stratégique élaboré par quelqu'un de brillant, et vous voyez, qui a ce rire qu'on connaît tous. Je crois que c'est encore un peu la faute de Baudelaire, qui était en réalité vraiment détestable et détesté de ses contemporains, les gens de son milieu, mais qui dans la poésie a vraiment été génial. Donc on a associé l'intelligence au mal, à la méchanceté. Alors qu'en fait, tous les méchants ne sont pas des grands scientifiques ou dans leur labo, vous voyez, élaborer des virus pour polluer la planète, ou des grands artistes torturés. C'est le génie qui est là, malgré la méchanceté, et non pas la méchanceté qui provoque l'intelligence. D'accord? En réalité, un vrai PN n'est pas très intelligent. Il est manipulateur. C'est différent. Il est experiment surdoué, par exemple. Il est rusé, le pervers, il est malin de certaine manière. Il n'est absolument pas inventif, ni créatif, ni brillant. Il a, je cite une autre youtubeuse bien connue, Catherine de Pied à la Maison, qui parle de l'intelligence procédurière du pervers narcissique. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a, voilà, il a des plans d'action qu'il va suivre, qu'il va élaborer. C'est toujours le même, hein, plus ou moins, il n'y en a pas 15 000. Et voilà, il va suivre ses étapes. Voilà. Et c'est ça qui fait. Voilà. C'est pas du tout une intelligence, vous voyez, débordante, innovante. Voilà. C'est pas Einstein, pas du tout. Hein. Voilà. En fait, il est assez médiocre intellectuellement en général, c'est juste qu'il est très fort en manipulation. Voilà. Donc, ne mélangeons pas l'intelligence avec la méchanceté. Ça n'est pas du tout intéressant en vrai de parler avec un pervers narcissique. Ça vole pas tant que ça, même s'il va vouloir faire semblant qu'il est très très fort et qu'il va lui-même se diagnostiquer sur vous la plupart du temps. Mais effectivement, souvent en fait, il est assez moyen, voire assez médiocre. Voilà. Et enfin, le dernier adjectif, le méchant dans les fictions est classe. Alors je ne veux pas dire dans le sens vestimentaire uniquement, hein. Le méchant de fiction est impressionnant en fait, parce qu'il est très très doué pour faire des grands projets, comme le personnage de Moriarty par exemple dans Sherlock Holmes, qui déjoue des obstacles insurmontables pour arriver à son but, ce qui est souvent voler des choses ou faire une action, faire un attentat ou un truc maléfique. Dans la série britannique tirée de l'œuvre littéraire, le personnage du méchant de Moriarty est super stylé en fait, et vachement. Il y a un épisode où effectivement il fait un casse, mais pas dans une banque Crédit Agricole. Hein. Il fait le casse à la Tour de Londres, le mec, dans l'ancienne prison, le château médiéval, machin. Voilà, c'est un truc de ouf ce qu'il fait. Voilà, c'est pas juste un petit braco le dimanche. Et c'est ça en fait que je veux dire par classe. Euh, c'est des coups de maître en fait qui sont faits par ces méchants là, dans toute aussi fiction où il y a un personnage méchant comme ça, très classe, c'est aussi parce qu'il a des laquais, vous voyez, il a des suiveurs qui sont en idolâtrie devant son idéologie, et du coup voilà, lui permettent d'être encore plus puissant et d'élaborer des plans encore plus efficaces grâce à la complicité de ces laquais comme ça qui le suivent partout. Un méchant est classe parce qu'il n'est pas timide ni maladroit. Il conduit, par exemple, il conduit tout. Il conduit la voiture, il conduit le bateau, il conduit l'avion, il conduit l'hélicoptère. Voilà, il a quand même un certain standing, le méchant, dans les fictions. En réalité, un PN n'a aucune classe. Je trouve, en tout cas. En général, déjà, vestimentairement, pas vraiment. Pas plus que ça en tout cas. Ils vont essayer de se donner un style, mais bon, ça ne marche pas très bien, je trouve. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas du tout classe chez les PN, c'est leur manque de droiture dans leur façon d'attaquer, dans leur façon de gagner contre les gens en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé absolument
vraiment déloyale et pas du tout classe dans mon histoire à moi. La manière dont mon père narcissique m'a neutralisé à la fin, enfin a gagné on va dire la bataille à la fin de l'histoire, enfin a gagné une bataille en tout cas, et c'était pas vraiment la fin de l'histoire en réalité tout de suite, mais a voulu mettre son coup fatal d'une manière que j'ai trouvé tellement déloyale que j'ai été vraiment humiliée en fait de ça. Voilà, j'ai été vraiment choquée en fait d'un coup bas aussi bas. Voilà. Et c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, le PN, en vrai, il est tellement nul à la bataille, il est tellement pas courageux, il a tellement pas justement cette intelligence stratégique, créative et tout ça. Il est tellement un peu médiocre en fait, qu'il est obligé de passer par des trucs de merde pour des petits coups de pute, vous voyez, que vous n'avez même pas imaginé vous, parce que quand même ce serait vraiment, c'est tellement bas en fait que vous n'avez même pas pensé à ça. Lui il va faire ça, il va utiliser ça, il s'en fout complètement du moment que ça marche, du moment qu'il gagne, comment il gagne. Ça, c'est pas du tout un problème. Il n'a pas cet honneur du guerrier, vous voyez, qu'on peut admirer dans les personnages de méchants fictionnels en général, qui ont quand même un certain code de l'honneur et qui entre guillemets, s'avoue vaincu parfois par, par une stratégie supérieure en intelligence de leur adversaire. Voilà. C'est pas du tout le fair play de la partie d'échecs. Voilà. Là, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment pas classe du tout. Un vrai méchant. Hyper narcissique, lui, c'est vraiment plutôt un mec qui passe vraiment des coups bas. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose, c'est-à-dire que ce qui fascine, c'est en fait l'image que les gens ont d'un méchant. Et le pervers narcissique est un méchant, à l'image pour les autres, pour les gens. Euh, et deuxième chose, maintenant je trouve est importante dans cette histoire de fascination, c'est que la plupart des gens, en fait, se sont un peu jaloux des méchants. Donc d'une personne qui est pervers narcissique et qui est au sens d'une manière qui est assez agaçant en fait pour beaucoup de gens, mais qui quand même a des choses que les gens envient en fait. Alors quoi en fait, c'est que le pervers narcissique est capable de faire des choses que les gens ne se sentent pas capables de faire, eux, en fait. Ils se sentent pas capables de se comporter aussi mal, sans remords, sans avoir honte, sans stresser, sans avoir de culpabilité. Euh, ils se sentent pas capables, les gens, d'écraser tout le monde pour atteindre le sommet de la pyramide. Ils se sentent pas capables de ne pas se prendre la tête pour faire plaisir aux autres en permanence. Ils se sentent pas capables d'être aussi sûrs d'eux, d'être aussi, comment dire, d'avoir aucune loi comme ça, d'être comme ça aussi libérés par rapport au règlement, aux choses moralement acceptables ou pas. Euh, Ce manque de scrupules, cette apparence comme ça de puissance fait qu'on envie en fait. On admire parce qu'on envie. On est jaloux un peu de ça, de cette soi-disant liberté en fait qu'il a l'air d'avoir ce PN. Euh, En fait, on va souvent le voir comme quelqu'un, quand on ne connaît pas ce que c'est vraiment la réalité de la valeur narcissique au quotidien, on va avoir l'impression que c'est une forme de culot en fait, et qui peut être une qualité pour beaucoup de gens en fait. Vous voyez? C'est-à-dire, on se dit, oh, il est culot, celui-là, il est vraiment, ah, c'est incroyable ce personnage. Mais quand même, fallait le faire. Vous voyez? C'est ça un peu le truc, le problème, je crois. En réalité, faut voir qu'un pervers narcissique n'est pas aussi sans scrupules et libre en réalité du tout. Il a au contraire, en fait, en lui une honte primitive en fait, d'une intensité que vous ne pouvez pas connaître, qu'on ne peut pas connaître nous les gens au développement normal. Une honte qui est tellement insupportable que le PN l'enfouit sous des tonnes et des tonnes d'arrogance et d'assurance pour ne pas risquer de la ressentir. Voilà. Euh, et cette confiance en lui qu'il présente est en fait un leurre. En profondeur, le pervers narcissique est quelqu'un de très peu sûr de lui, qui sait qu'il n'est pas vraiment
quelqu'un de formidable, qui a très 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 besoin en permanence des autres pour réguler son estime de lui, parce qu'elle est extrêmement basse. Voilà. Donc en fait, cette apparence d'être quelqu'un de ah, là quand même, il a réussi à faire ça, mais c'est culotté, mais donc c'est incroyable ce personnage. Il est fort, hein, parce que bon, c'est méchant quand même comment il a fait, mais quand même, ah, quel coup de maître. Et enfin, petite dernier argument, je crois, en faveur enfin, pour expliquer cette sorte de fascination, c'est un argument que je vais emprunter à une grande psychologue américaine spécialiste de la perversion narcissique, enfin du trouble narcissique en général, euh, qui parle de ça. C'est qu'en fait, dans notre société moderne, on valorise énormément les traits caractéristiques du trouble narcissique. Pas forcément de la complète perversion narcissique, mais d'être quelqu'un de confiant, d'extrêmement grand mal à faire du mal à qui est dans la route pour atteindre l'objectif, qui est capable de mentir aussi bien, de manipuler autant. Tout ça, en fait, ça donne quoi? Ça donne les PDG des grandes entreprises très connues, voilà, très riches, qui ont le pouvoir. Et ça, c'est valorisé du coup dans la société. Vous comprenez bien, c'est une société dirigée en fait par des gens qui sont pas forcément pervers narcissiques vraiment, mais qui ont en tout cas un degré qui sont en tout cas un degré sur le spectre narcissique assez élevé, et que depuis très longtemps maintenant on considère comme ceux qui gèrent les choses et qui ont réussi. Donc c'est valorisé en fait. Ça fascine parce que ce sont eux qui ont réussi ces choses. C'est pas quelqu'un qui a de l'empathie, voilà, qui écoute, qui comprend. C'est pas des psychologues ceux qui régissent le monde, hein. D'accord? Ce sont des gens qui sont prêts à tout du moment que ça marche. Voilà. Petite précision avant de conclure, et je conclus parce qu'elle est déjà assez longue la vidéo. La victime du pervers narcissique. Et là, je suis extrêmement sérieuse quand je dis ça. J'arrête d'avoir ce ton léger parce que c'est pas du tout ce que je veux vous faire partager. La victime du PN n'est pas fascinée par son PN. La victime du PN a peur du PN. D'accord? Elle est impressionnée, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas dans le bon sens. C'est impressionné dans le sens terrorisé par l'emprise de son pervers narcissique. D'accord? Elle n'est pas du tout sa proie, et sa proie par un processus extrêmement grave de domination et de destruction, non pas parce qu'elle respecte le personnage du pervers narcissique. D'accord? Donc petite précision, non, un pervers narcissique, c'est pas cool. D'accord? C'est pas funky, c'est pas sexy. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui fait du mal et qui tue psychiquement, voire physiquement, des gens. Donc attention à ne pas tomber dans la fascination du pervers narcissique. C'est hélas trop courant, mais j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre que c'est vraiment très grave en fait de faire ça. Voilà. Avant de partir, je vous rappelle de vous abonner, de partager, de commenter, et particulièrement aujourd'hui, si vous pouvez me faire des retours sur votre opinion sur la qualité de l'image et du son grâce à la caméra, ce serait vachement bien, parce qu'effectivement j'ai peur que le son soit en fait pas terrible quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours